Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être fidèles à Réfois, notre rendez-vous santé du soir. Tout le monde ou presque a l'expérience d'une douleur qui s'est manifestée un jour et a disparu rapidement, généralement avec la prise d'un médicament, antalgique ou anti-inflammatoire. Elle s'est produite pour nous indiquer que quelque chose d'anormal se produisait et menaçait peut-être notre intégrité physique. Mais il arrive, nous le savons tous, qu'une douleur apparaisse sans fonction d'alerte et sans cause décelable, et qu'elle s'installe au point de devenir chronique et constituer alors un véritable handicap. Pour nous aider à mieux comprendre la problématique des douleurs chroniques, nous préciser les limites et les difficultés des traitements actuels, en particulier les risques des opiacés trop facilement prescrits, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Carole Sereni, neurologue, ancienne chef de service à l'hôpital Léopold-Bellan, co-responsable pendant 20 ans du centre antidouleur de l'hôpital Saint-Joseph. Elle est mon invitée pour son ouvrage « Douleurs chroniques et opiacés » aux éditions du CERF. Docteur Sereni, bonjour. Bonjour. Je suis heureux de vous recevoir pour parler de douleur, car vous êtes une des grandes spécialistes de ce symptôme vieux comme le monde et comme la médecine, et qu'on commence seulement à découvrir dans les années 70-80, à comprendre dans les années 70-80. C'est-à-dire que la notion de douleur en tant que maladie, c'est la douleur chronique qui s'installe et qui devient quelque chose en quelque sorte d'autonome, séparé un peu des lésions qu'on peut avoir qui font mal. Cette notion-là est effectivement récente et on s'est rendu compte qu'elle posait des problèmes spécifiques, qu'elle entraînait un handicap spécifique parce que les gens qui ont une douleur chronique non seulement souffrent tout le temps mais sont très handicapés par cette douleur, ont une fatigue, ont des difficultés de concentration, une insomnie, beaucoup d'autres signes qui apparaissent. On peut dire que la douleur aiguë est un symptôme et la douleur chronique une maladie. On peut dire ça, tout à fait. La douleur aiguë a un sens, c'est-à-dire que c'est un signal d'alarme. D'ailleurs, le système nerveux est fait comme ça, est fait pour que nous ayons peur de certaines choses et que nous les évitions. Ça, c'est la douleur aiguë. On ne peut pas vivre, je crois, sans douleur. Si, sans douleur, c'est très compliqué. Il y a des gens qui n'ont pas de douleur, ça existe. Il y a des anomalies génétiques qui empêchent de ressentir la douleur. Et en fait, les personnes qui sont atteintes de cette malformation génétique sont très handicapées aussi et ont une crainte de tout ce qui se passe, qui est tout à fait anormal, et ont des symptômes. On a besoin de la douleur aiguë, c'est très important, parce qu'elle nous aide à tout instant à moduler nos gestes, à faire ce qu'il faut, à éviter les choses qui nous font du mal, ne serait-ce que par exemple à rester trop longtemps dans une position. Si vous restez trop longtemps dans une position, vous pouvez avoir des lésions de la peau ou des muscles, et ce qui nous fait que naturellement on ne le fait pas, c'est parce qu'au bout d'un moment on a mal, donc on bouge et on se soulage. Ça sert tout le temps, toute la journée. Notre petite perception de la douleur nous sert à vivre normalement. Mais la douleur chronique, c'est complètement autre chose, c'est-à-dire que ce système d'alerte devant la douleur s'amplifie, envahit le cerveau et s'installe complètement et empêche finalement toute autre activité. La douleur chronique touche tous les pays, riches, pauvres, vraiment comme une épidémie mondiale. La douleur chronique touche absolument tous les pays et est même très fréquente en fait dans les pays les plus pauvres. D'abord parce que la douleur chronique est favorisée par la pauvreté, par tout un tas de symptômes comme ça, situations d'exclusion, de difficultés, de stress. Et toutes ces situations-là favorisent en fait la douleur chronique, ce qui fait qu'on sait que la douleur chronique est un élément important de handicap dans les pays justement défavorisés. Terminé la période où l'on pensait que les douleurs chroniques, dites alors psychogènes, étaient uniquement dans la tête. Ça a fait beaucoup de mal à tout le monde, en particulier aux femmes, parce que justement, c'est les bonnes femmes qui ont mal tout le temps, et voilà, et on a dit c'est normal, ça va avec. Et on a en quelque sorte considéré que tous les gens qui avaient des douleurs chroniques étaient simplement des gens qui
s'écouter, des gens qui inventaient des choses, des gens qui ne voulaient pas travailler comme tout le monde, qui étaient en quelque sorte des faibles. Et c'est totalement faux. Et on sait maintenant que la douleur chronique touche d'abord absolument tout le monde et touche des gens qui ont par ailleurs pas du tout une psychologie particulière. Un exemple quand même qui est remarquable, c'est que la douleur chronique est très très fréquente chez les militaires. C'est d'ailleurs parmi les équipes qui connaissent le mieux la douleur chronique et les traitements de la douleur chronique, il y a les équipes qui s'occupent des militaires blessés. C'est extrêmement fréquent, en particulier aux États-Unis, les Veterans Administration s'occupent beaucoup de douleurs chroniques parce que dans les stress post-traumatiques. Parce que les stress post-traumatiques et puis déjà la blessure, c'est-à-dire que ce sont des militaires qui ont des traumatismes physiques et psychologiques, et ces deux situations de traumatisme physique et psychologique, et en plus de fait qu'ils sont, ils peuvent plus faire leur métier, ils sont immobilisés, c'est la pire situation pour déclencher une douleur chronique. Elles sont nombreuses, les douleurs non cancéreuses que nous n'arrivons pas à soulager finalement. De nombreuses douleurs, malheureusement, restent difficiles à soulager. Les cancers, c'est un peu à part parce que ce sont des douleurs, d'abord qu'on connaît bien. Quand elles sont très intenses, ce sont souvent des douleurs qui arrivent dans le cadre de maladies extrêmement graves, des patients qui sont à des stades de maladie très évolués pour lesquels on va avant tout essayer de soulager sans tellement se préoccuper de l'avenir, alors que les douleurs chroniques non cancéreuses, ce sont des gens qui vont vivre très longtemps quelquefois. Vous donnez des chiffres qui font peur, vous dites les douleurs dentaires, 7% passent à la chronicité et on a 10 à 50% de douleurs post-chirurgicales. Alors heureusement, quand on parle de douleurs chroniques dans ce cadre-là, comme les douleurs post-chirurgicales, douleurs post-traumatiques, douleurs post-soins dentaires, ce ne sont pas des douleurs qui vont forcément durer toute votre vie. Elles sont chroniques pendant un certain temps. Tout ce qui dépasse 3 mois de douleurs ininterrompues ou très répétitives en tout cas, et impossible à traiter, c'est une douleur chronique. Par contre, les patients qu'on voit qui ont une fibromyalgie, on est là avec des douleurs qui sont des douleurs très très intenses, très handicapantes et difficiles à traiter. Mais ça ne durera pas non plus forcément toute leur vie. Là, c'est une chose importante, je pense, pour les douloureux chroniques. Il faut vraiment souligner le fait que c'est pas parce qu'on a souffert pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est très 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 long et ça paraît interminable, mais ça peut s'arranger. Il y a des fibromyalgiques qui s'améliorent et moi j'en ai connu. Il y a des gens qui arrivent à avoir une qualité de vie tout à fait acceptable avec une fibromyalgie qui passe tout à fait au second plan parce qu'ils se gèrent très bien, parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Ce n'est pas une malédiction. Les douleurs chroniques peuvent s'améliorer et elles peuvent aussi s'arranger spontanément, si on peut dire. Par exemple, quelqu'un peut avoir une lombalgie, ça c'est très fréquent, avoir mal au rein pendant des années et des années, et que finalement ça s'arrange. C'est souvent ce qui se passe avec l'âge d'ailleurs, parce que la lombalgie est une maladie qui s'améliore dans le grand âge plus qu'elle ne s'aggrave. Avec l'âge et avec la qualité du réseau social. La qualité du réseau social, avec le fait, quand vous êtes retraité déjà, vous pouvez aménager votre vie. Vous n'êtes pas obligé de vous lever toujours à la même heure. Vous pouvez faire plus de sport, en tout cas plus d'activités, de détente. Il y a plein de choses qui peuvent améliorer une douleur chronique. Donc, il ne faut pas penser que vous êtes maudit et que toute votre vie, vous allez souffrir de cette douleur qui, certes, vous empoisonne la vie maintenant. Ça peut s'arranger. Le profil des patients que vous aviez à l'hôpital Saint-Joseph, vous dites finalement 85% étaient des dames. Alors, on a le sentiment qu'effectivement, elles sont peut-être un tout petit peu plus douillettes. Et vous expliquez en fait que la plupart des études ont été faites avec un biais méthodologique. Oui. Alors, toutes les douleurs sont plus fréquentes chez les femmes, oui. Et on ne sait pas très bien pourquoi, mais il y a certainement une base biologique, parce que c'est vrai aussi des femelles animales, par exemple, pour les souris, les femelles ont un seuil de douleur qui est plus bas, c'est-à-dire qu'elles vont sentir plus rapidement la douleur que les mâles. On ne sait pas très bien pourquoi, mais ça c'est une part
fondamentalement biologique. Après, on dit aussi que dans la douleur chronique, il y a un effet de déclenchement. C'est-à-dire, si vous avez des douleurs répétitives, vous avez plus de risques de faire un jour une douleur chronique. C'est très, très, très important ce que vous dites, parce qu'on arrive là au mécanisme et vous avez deux grands mécanismes qui interviennent. La neuroplasticité, alors c'est un terme un petit peu compliqué, mais c'est quelque chose de très, très important et de nouveau. Et la sensibilisation dont vous parlez avec des expériences amusantes, je dirais, intéressantes, qui ont été faites chez l'animal, chez le rat. C'est tout à fait les deux phénomènes de neuroplasticité et de déclenchement par des douleurs précédentes sont tout à fait reproductibles en laboratoire, donc c'est pas quelque chose de psychologique. La neuroplasticité, c'est simplement le fait que le système nerveux se modifie en fonction des expériences vécues. On n'a pas le même cerveau qu'on avait hier parce que on a vécu des choses entre hier et aujourd'hui, et ces modifications, elles existent, elles sont matérielles. Et si c'est quelque chose d'assez important, comme une douleur qui va durer plusieurs jours, par exemple, parce que vous avez un traumatisme sévère, vous avez une fracture, eh bien, le système nerveux va s'adapter. Il va y avoir des changements à plusieurs niveaux du système nerveux, à partir des récepteurs de la douleur qui sont à l'endroit qui fait mal, jusqu'au cerveau, des modifications qui, en fait, certaines sont dans le bon sens et d'autres vont être dans le mauvais sens. Alors c'est là où c'est un peu frustrant pour les spécialistes de la douleur, c'est qu'on voit que le système nerveux fait parfois exactement ce qu'il ne devrait pas faire, c'est-à-dire que au lieu de calmer les choses, il amplifie la douleur. Et on ne sait pas toujours pourquoi. Mais probablement, quand même, là-dessus interviennent les expériences passées et l'état dans lequel on est en ce moment. C'est-à-dire, si on est dans un état de stress, d'angoisse, de difficulté, d'exclusion, etc., le système nerveux va avoir plus tendance à amplifier les douleurs qu'à les calmer. Dans le système... On aurait tendance à penser qu'avec le temps, ça va se calmer. Vous dites le contraire. C'est un peu le contraire. Avec le temps, ça s'aggrave. Alors, avec le temps, ça se calme, ça serait normal, si on peut dire. Et puis, c'est ce qu'on voudrait qu'il se passe. Et c'est ce qui se passe en général, parce qu'en général, quand on se fait mal, ça s'arrange. Mais dans le cas de la douleur chronique, c'est le contraire qui arrive. C'est-à-dire que le système nerveux se persuade qu'il y a quelque chose là d'épouvantable, qu'il faudrait faire quelque chose. On l'observe parfois, Dr Serini, avec les colopathes, et il nous explique bien qu'avec des quantités minimes, ils sont de plus en plus gênés, alors qu'on aurait le sentiment que ça devrait aller mieux. Ils devraient s'y habituer. Et en fait, c'est vrai pour beaucoup de maladies douloureuses, c'est vrai pour les colopathies, mais c'est vrai par exemple pour la migraine aussi. Si une fois vous avez fait une migraine avec un élément déclenchant, il est très probable que la fois suivante, vous aurez encore plus tendance à en faire. Donc il y a beaucoup de maladies comme ça, douloureuses, qui sont déclenchées par des expériences. Et une fois que le système nerveux a identifié l'expérience, il va tout de suite réagir. C'est un peu comme l'allergie, ceci dit. Il y a d'autres choses dans le corps humain qui sont comme ça. C'est-à-dire qu'une fois que le corps humain a remarqué qu'il y a quelque chose n'allait pas, il va être de plus en plus sensible à ça. Ça fait partie de notre privilège en tant qu'être humain, c'est-à-dire qu'on peut s'adapter aux choses, mais ce privilège a aussi des côtés négatifs, c'est-à-dire que des fois, on est on devient trop focalisé sur les choses négatives et parfois on n'arrive pas à les éviter. Par exemple, si vous avez une arthrose, même banale, une arthrose de lombaire par exemple, eh bien elle va pas s'améliorer. Personne ne sait guérir ça. Donc là, la douleur chronique ne rend plus... décourager nos auditeurs. Une douleur banale, non. Une arthrose qui ne s'améliore pas. L'arthrose ne s'améliore pas, mais la douleur peut s'améliorer. Il y a un centre, Dr Serini, de la douleur, où finalement maintenant on sait que c'est plutôt un réseau organisé. Alors au départ, on pensait qu'on allait trouver le centre de la douleur, mais en fait non. En fait, c'est plutôt quelque chose qui est très diffus dans le cerveau. Mais il y a des circuits qui sont des circuits de la douleur qui impliquent des zones
à la fois sensitive, évidemment, c'est la sensation, mais également, par exemple, l'attention. C'est-à-dire que si on a mal, automatiquement, le cerveau va y faire attention. Même qu'on veuille ou pas, c'est très, très difficile de se distraire quand on a mal. Et puis, bien sûr, les zones de l'émotion, parce que la douleur déclenche des émotions négatives. Ça, on le sait bien, personne n'a envie d'avoir mal. Vous dites la douleur chronique est un phénomène objectif et pas subjectif. C'est le résultat d'un fonctionnement anormal des circuits de la douleur. Vous dites c'est un peu comme un ordinateur qui aurait bugué. C'est ce que tout le monde dit maintenant. C'est une expression qui est très utilisée en neuropsychologie, c'est qu'effectivement, la douleur est comme un bug, c'est-à-dire que maintenant, le cerveau s'est mis sur le mode douleur et qu'il refuse totalement d'en sortir. Alors c'est là où il va falloir, avec les traitements, essayer de le sortir de là. Vous m'amenez aux médicaments de la douleur. J'ai le sentiment, pour exercer depuis un certain temps, que notre arsenal thérapeutique s'est réduit progressivement. Nous disposons de moins d'antalgiques, nous disposons de peu de myorelaxants, nous avons maintenant peur des effets secondaires des anti-inflammatoires et on se trouve souvent démunis en conseillant simplement du paracétamol et d'autres molécules malheureusement. Alors malheureusement, c'est vrai, c'est-à-dire que beaucoup d'antalgiques ont été retirés du marché alors qu'ils étaient efficaces et que pour d'autres, on se méfie davantage. Alors, il y a deux phénomènes qui concourent à ça. L'un, c'est qu'on est plus sensible aux effets secondaires des médicaments, on y fait plus attention. Et une pharmacovigilance qui est mieux organisée. La pharmacovigilance est mieux organisée. Et puis, on se dit, non, il faut pas nuire. C'était au départ très important en médecine, ne pas nuire. Et c'est vrai peut-être qu'on est beaucoup plus sensible à ça. Et puis l'autre phénomène, c'est aussi qu'on réévalue les médicaments. C'est-à-dire qu'il y a des études, et en particulier des méta-analyses, c'est-à-dire des études où on prend toutes les analyses qui ont eu lieu et qu'on les met ensemble et on essaye de voir réellement si finalement ça marche ou pas, sur un grand nombre de personnes. Et toutes ces études-là montrent souvent que les médicaments ou ne marchent pas aussi bien qu'on pensait sur un grand nombre de personnes, ou ne marchent qu'un temps. Et ça, c'est très important dans la douleur chronique, c'est que beaucoup de médicaments vont être formidables pendant 2 semaines, mais catastrophiques au bout de 2 ans. Alors vous abordez, à la fois c'est le titre de votre ouvrage, l'épineux problème de l'utilisation des opiacés qui découle un petit peu de ce que vous venez de dire, mais pas uniquement. Il y a eu plusieurs phases pour ça. Au départ, en particulier en Europe, en particulier en France, on se méfiait énormément des opiacés. On n'en donnait pas, même aux cancéreux, même aux gens en fin de vie. On était extrêmement économe. On se dit, oh là là, ils vont être immédiatement accros et puis énormément d'effets secondaires. Donc, on n'en donnait pas assez. Ça, c'est sûr. Après, en particulier les anglo-saxons nous ont dit, il y a eu des études qui ont montré qu'on pouvait utiliser les opiacés. Et certaines études ont montré qu'on pouvait utiliser les opiacés dans la douleur chronique non cancéreuse. Mais ces études, si on les reprend maintenant, on se rend compte, qu'elles concernaient pas tant de monde que ça, donc c'était pas des études de très bonne qualité, et 2, qu'elles étaient sur un temps réduit. C'était quelques semaines. La fameuse étude qui a, en quelque sorte, entraîné l'autorisation des opiacés dans la douleur chronique non cancéreuse, c'était sur 6 semaines. Mais 6 semaines, c'est rien dans la douleur chronique. C'est rien. Il faut voir ce qui se passe au bout de 3 ans. Et les opiacés, c'est ça le problème. C'est que quand on a réévalué, on s'est rendu compte que, ça ne durait pas l'efficacité, c'est-à-dire que petit à petit, l'efficacité des opiacés dans la douleur chronique diminue, donc il faut augmenter. Et même en augmentant, en fait, on devient de plus en plus dépendant des médicaments, mais on n'a pas un super résultat. Les gens n'ont pas une meilleure qualité de vie. C'est ça qui est fantastique. C'est qu'au bout d'un an, par exemple, vous prenez des gens qui sont traités par des opiacés et des gens qui ne sont pas traités par des opiacés pour la même douleur chronique, ils n'ont
pas une qualité de vie différente. Alors vous parlez, docteur Sereni, de l'efficacité, mais dans votre ouvrage, vous évoquez surtout le danger. Vous dites entre 2000 et 2010, les opiacés ont fait plus de victimes aux États-Unis que la guerre du Vietnam. Aux États-Unis en particulier, c'est catastrophique. Ça continue. C'est fantastique parce que mon ouvrage, donc maintenant il a 2-3 ans, mais les dernières données qu'on a montrent que ça ne fait que croître et amplifier l'épidémie des opiacés et des morts liées aux opiacés. Et à s'étendre, ça vient vers la France Ça s'étend. Et en particulier, il y a eu, avec les problèmes liés au Covid, le confinement, le fait que les gens bougeaient moins, étaient plus isolés, ça a encore aggravé la dépendance des patients sous opiacés et ça a encore amplifié le danger de ces médicaments. Donc, les limiter au maximum et éviter le mésusage, parce qu'actuellement, il y a un mésusage de ces produits-là. C'est une prescription de facilité. Au lieu de donner paracétamol, on donne paracétamol plus tramadol ou paracétamol plus codéine. Alors, ce qui est vrai, c'est que dès qu'on utilise un opiacé, d'abord, il faut savoir que c'est un opiacé. Il faut savoir que par nature, un opiacé, c'est un médicament qui va entraîner une habituation du système nerveux dont l'efficacité va disparaître, diminuer avec le temps et qui va créer une certaine dépendance. Et chaque fois qu'on a ce type de prescription, il faudrait toujours se dire pour combien de temps et comment est-ce que je vais faire pour arrêter. J'ai un exemple d'une patiente que j'avais vue, quand même, une femme de 30 ans, qui arrivait à la consultation douleur avec une lombalgie chronique banale sous opiacé, sous morphine, et qui en fait, quand on lui a posé la question, n'avait aucun plan pour arrêter la morphine. À 30 ans, qu'est-ce qu'elle allait faire de sa vie ? Le difficile traitement, finalement, puisqu'on arrive presque au terme de notre entretien, le difficile traitement de la douleur chronique. Vous dites actuellement, on peut améliorer la plupart des souffrants, mais pas tous, de façon pas toujours prévisible, pas très vite, et plutôt partiellement que totalement. Constat terrible. Tout ça est vrai. Oui, mais c'est terrible dans un sens, mais en réalité, non, parce que comme je l'ai dit, il peut y avoir quand même une amélioration. D'abord, quand on va mieux, si on arrive d'une façon ou d'une autre à avoir quelque chose de positif qui apparaît, par exemple, on se donne un petit programme d'exercice physique. On va à la piscine, on va faire un petit peu d'aquagym, on fait de la marche, on fait de la gymnastique douce ou du yoga. Et petit à petit, on voit qu'on fait des progrès. Eh bien, ça va entraîner une amélioration à la fois psychologique, à la fois de l'état général du patient, ce qui est très important dans la douleur chronique, et aussi en soi-même de la douleur. C'est-à-dire que le cerveau qui justement va... Si on va vers le mieux, il va sortir de cette espèce de cercle infernal de la douleur chronique qui est j'ai peur, je vais avoir mal, je ne bouge plus, je ne fais plus rien, je me coupe du réseau social et je ne pense qu'à ma douleur. Vous l'expliquez bien, vous dites qu'il ne faut pas s'obnubiler sur la douleur, mais aussi tenir compte de ses conséquences, l'autonomie, l'humeur, le sommeil, le retentissement social et personnel. Tout est important et il faut penser à autre chose, si on peut, ce qui est très difficile parce que la douleur, c'est très, très prenant, malheureusement, mais il faut trouver des moyens. Et il y a beaucoup de moyens. Alors, il y a aussi les thérapies comportementales, il y a la méditation, tout ça, ça peut être utile. Voilà, nos auditeurs, nos auditrices, puisqu'elles sont majoritaires devant ce symptôme, devant cette maladie, trouveront ces solutions dans votre ouvrage, donc, qui s'appelle « Douleur chronique et opiacés » aux éditions du Cerf. Docteur Sereni, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie.